3 avec Volkswagen. Parmi ces panneaux, lequel s'apparente le plus au genre du film de ce soir? Appelez le 08 36 66 66 66 et choisissez la bonne réponse. Le 8 septembre, 2 gagnants seront tirés au sort et remporteront une Polo Pack ABS. Bonne chance sur France 3 avec Volkswagen. Résumé du jour et bilan. Au cœur de la coupe avec Gérard Holtz, après la météo et Soir 3. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. Sí, Ramón. Fui la ilusión de tu vida. ¡Gol! Hoy represento el pasado. France Télécom, partenaire du plus beau terrain d'entente. Nouveau déodorant bien-être, une fraîcheur nature. Elle vous saisit, elle vous suit. Une fraîcheur fruitée aux essences naturelles. Déodorant bien-être, parfaitement efficace pendant 24 heures. Déodorant bien-être, il respecte la douceur de votre peau. Nouveau déodorant bien-être, 24 heures de fraîcheur nature. J'ai un nouvel entraîneur pour mes cheveux. Shampoing Elseve multivitamine de L'Oréal. Mes cheveux sont forts, brillants, faciles à coiffer. Pour moi, c'est le meilleur shampoing au monde. Heureusement pour les joueurs, au Stade de France. L'éclairage, c'est Siemens. Véritable phénomène, André Rieu enthousiasme les stades et les salles de concert. Son album Valse s'est déjà vendu à plus de 600 000 exemplaires. Aujourd'hui, avec le nouvel album d'André Rieu, Bal à Vienne, découvrez toutes les plus belles valses viennoises réunies en un seul album. Bal à Vienne, le nouvel album d'André Rieu. Un disque Polygram. Le chat a demandé aux femmes ce qu'elles attendent de la lessive du prochain millénaire. La propreté parfaite, même à très basse température. Et vraiment facile à doser. Le chat crée l'événement. Voici la première lessive en dose biphase, le chat Tabs. Une efficacité encore plus concentrée avec un activateur de puissance pour les très basses températures. Les doses se mettent dans le bac à lessive tout simplement. La phase blanche commence à agir sur la tâche, puis la phase bleue libère toute sa puissance et élimine même à très basse température les traces les plus tenaces. Nouvelle dose le chat? Parfait, même à 30 degrés. Et quelle simplicité! Nouvelle dose le chat avec activateur de puissance, plus efficace, tout simplement. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Énergie présente la Carnavalera. La vague Latin House en direct de Cuba. Retrouvez la Carnavalera sur le premier album de Habana Delirio. Un disco Polygram. La Carnavalera se danse au Club Med en appelant le 0801 802 803. Oh, de Lancôme. Voir un peu plus ou autrement, c'est ça qui me plaît. La santé des hommes et tout ce qui vit, les animaux, les plantes. On trouve de nouvelles réponses, en biologie, en pharmacie. C'est mon métier.
Je travaille chez Ron Poulenc. Le plus grand danger pour vos dents, ce sont les bactéries qui attaquent partout, même sous la gencive. Maintenant, voici le plus grand danger pour ces bactéries. Colgate Total. Le progrès, c'est de protéger même sous la gencive. Voltage présente Méga Soleil 2. Méga Soleil 2, c'est 4 CD, 100 tubes à un prix exceptionnel. Méga Soleil 1 et 2, c'est la fête tout l'été. Bégon Max concentré avec éco-doseur. Il suffit de peu pour accéder à la paix de l'esprit. Bégon Max, le nouveau concentré de Bégon. Marie, mais aussi Bertrand, Pierre et vous. En donnant votre sang, vous répondez à des besoins qui sont quotidiens. Pensez-y. Don du sang. Et si on donnait plus souvent un peu de soi-même? Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, il y avait une énorme différence de température et de temps également aujourd'hui entre la moitié nord et la moitié sud. 16 degrés seulement à Rouen et à Beauvais, alors qu'il faisait 34 à Carpentras. Alors tout cela sous l'influence de cette canicule qui est sur le sud de la France depuis un moment. Et puis nous avions sur le nord cette perturbation qui est descendue avec de l'air froid et donc beaucoup de grisailles, donc ces températures ne sont pas montées. Demain, cette perturbation va descendre encore un petit peu et celle-ci va remonter sur la France. Résultat, nous aurons des orages au cours de la nuit qui pourront être localement violents. Demain matin, on retrouve cette perturbation orageuse ici sur la moitié sud avec des pluies dans sa partie ouest, des orages à l'avant sur la partie est, une tramontane qui se lève et qui souffle à 50 km/h et puis toujours du soleil quand même sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Sur le nord, c'est notre perturbation qui est toujours là, qui traîne, qui n'est pas très active mais qui donne beaucoup de grisailles et peut-être même quelques gouttes, retour de quelques timides éclaircies sur le nord, quelques timides éclaircies également sur le centre. Dans l'après-midi, eh bien notre perturbation ne bouge pas, on la retrouve ici sur le sud du pays avec de la grisaille, peut-être quelques gouttes. L'autre perturbation s'en va par le nord-est, elle donne là aussi de la grisaille, puis partout ailleurs, c'est une grisaille un tout petit peu plus légère, peut-être de temps en temps, mais c'est vraiment un temps très triste et très gris, sauf près de la Méditerranée, où là le vent se lève, se renforce, et donc nous aurons des rafales à 80 km/h qui vont dégager le ciel du Languedoc-Roussillon et d'une partie de la Provence. On retrouve la tendance orageuse des Alpes jusqu'à la Corse avec des éclaircies un peu plus belles quand même sur l'extrême sud-est et sur la Corse, mais tout de même quelques orages aussi. Alors les températures avec tout ça, eh bien c'est la chute. Alors les températures minimales, eh bien nous aurons demain entre 12 et 15 degrés et sur la moitié sud, elles varieront entre 13 et 21 degrés. La différence, nous la sentirons surtout avec les températures de l'après-midi puisque ces températures vont baisser localement de 10 à 15 degrés par rapport à aujourd'hui sur la moitié sud du pays. Je vous le disais tout à l'heure, on avait 34 degrés à Carcassonne, demain autour de 22 degrés. Ça baisse également auprès de la Méditerranée où il y avait aussi entre 30 et 34 degrés aujourd'hui. Demain, nous fêterons les Raoul. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Marc Hautement pour le journal. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Et vous êtes plutôt rond, plutôt croix? Le Cadox, faites vos jeux, lundi 13 juillet, 20h sur France 3. Aïe! Et si j'appelais Françoise? En France? Évidemment! Ah, Françoise, enfin! J'ai besoin du numéro des secours au Trajastan. Oui, un petit problème, oui. Un gros problème! Françoise? Mais comment ça, tu trouves pas? Passe-moi Michel. Mais il est à New York, Michel. Ce serait tellement plus simple d'être abonné à Europe Assistance. Europe Assistance, le jour, la nuit, ici, ailleurs.
Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Voir un peu plus ou autrement, c'est ça qui me plaît. La santé des hommes et tout ce qui vit, les animaux, les plantes. On trouve de nouvelles réponses en biologie, en pharmacie. C'est mon métier. Je travaille chez Rhône Poulenc. Merci. Et merci à vous qui donnerez demain. Nos besoins sont quotidiens. Don du sang, et si on donnait plus souvent un peu de soi-même? Le seul dentifrice qui protège sous la gencive est lui-même protégé par un brevet jusqu'en 2009. Vous allez vous sentir vraiment protégé. Colgate Total. Le progrès, c'est de protéger même sous la gencive. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. Sí, Ramón. Fui la ilusión de tu vida. ¡Gol! Hoy represento el pasado. France Télécom, partenaire du plus beau terrain d'entente. Demain sur France 3, sous le soleil de l'adolescence, La vois une seule fois avec toi, je la massacre, tu comprends ça? l'amour se mesure à la loi du plus fort Nadia est à l'hôpital, ses frangins l'ont tabassée. et flirte avec la délinquance. Tu vas où là, Momo? Je suis pas ton ange gardien, moi. T'as envie de te ramasser 30 ans de tôle? Ça ferait de toi un homme, c'est ce que tu penses peut-être? Pourquoi tu fais tout ça pour lui? J'aime bien ton frère. Pour un ado au bord de la rupture, Xavier Deluc est l'éducateur. Trop libre pour toi, demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir, les titres de ce journal. Pour éviter un nouveau dérapage des dépenses de santé, Martine Aubry annonce une série de mesures. Les radiologues et les laboratoires sont dans le collimateur. Députés et sénateurs réunis en congrès adoptent pratiquement à l'unanimité le projet sur la Nouvelle-Calédonie. La renaissance du festival d'Aix-en-Provence, avant l'ouverture au public, ce sont les habitants de la ville qui ont pu assister aux répétitions. L'ordonnance de Martine Aubry, le gouvernement se dit donc déterminé, même s'il s'en défend, il se retrouve dans la logique d'Alain Juppé, la chasse au dérapage et les efforts demandés pour certaines branches. Détail de ces mesures avec Rosane Kerlan. Dans le collimateur de Martine Aubry, les radiologues. Ils sont seulement 5000 en France et pourtant leurs dépenses ont augmenté de 9% cette année. Le gouvernement leur demande donc de faire un effort de 500 millions de francs. Le 8 juin 1998, au journal officiel, paraît une modification du prix des actes de radiologie. Vouloir, le 6 juillet, imposer une deuxième modification, moi je considère que c'est de l'acharnement. Autre cible, l'industrie pharmaceutique. L'objectif est qu'elle économise plus d'1 milliard de francs cette année. Les biologistes sont également sollicités. Au total, ces économies devraient atteindre 2 milliards 500 millions de francs. Ces mesures, nous continuerons à les prendre. Si dans 3 mois ou dans 4 mois, c'est une autre profession qui dérape, nous ferons la même chose. Pour l'instant, les médecins généralistes semblent être épargnés. Martine Aubry a annoncé ce matin l'abrogation d'une partie du plan Juppé. En cas de fort dérapage des dépenses, un médecin devait reverser ses honoraires. Il n'en est plus question. Penser que c'est uniquement par un coup de bâton qu'on arrive à régler les choses, c'est vraiment considérer cette profession de manière infantile et naïve. Il est bien clair que si c'est pour rédiger un texte identique ou qui correspond au même concept que celui que nous avons eu pendant ces 2 ans, eh bien, il y aura là aussi échec des négociations et conflit. Il faut changer de logique.
Ces mesures devraient permettre au gouvernement de tenir ses engagements, diminuer d'au moins 12 milliards le trou de la sécurité sociale cette année. Un congrès pour la Nouvelle-Calédonie. Après la signature des accords de Nouméa, députés et sénateurs ont donc approuvé aujourd'hui la révision constitutionnelle à une écrasante majorité. À Versailles, le reportage de Dominique Martineau et Jean-Christophe Duclos. Le FLNKS en délégation officielle à Versailles, symbole de la réconciliation. Pour rien au monde, ils n'auraient voulu rater les travaux du Congrès, entérinant leur nouvelle autonomie. 1998. C'est une nécessité juridique exigée par la Constitution, mais c'est aussi et avant tout un acte politique majeur auquel l'ampleur de votre adhésion donnera une force et une valeur irremplaçables. Pour cet acte politique majeur, 897 parlementaires réunis au château de Versailles. Conclusion d'un long cheminement ponctué de haine et de violence pour reconnaître une citoyenneté calédonienne et une autonomie débouchant d'ici 20 ans sur un référendum d'autodétermination. Les gens souhaitent vivre ensemble, dans la paix, avec une nationalité française et des pouvoirs accrus sur place. Ça ne peut que nous rassurer, notamment pour la mise en œuvre de ces accords de Nouméa. Donc on ne peut qu'être content, et puis c'est un moment historique. Je crois qu'on le vit de façon très, très forte. Sur ce droit de vivre en paix, consensus de tous les groupes politiques. Il leur aura fallu 2 heures de discours fastidieux, sans grande émotion pour l'expliquer. Un choix collectif dépassant les clivages politiques. Nous nous trouvons dans une tradition qui est héritée du discours de Brazzaville et du général de Gaulle, qui est d'accompagner les populations associées à la France vers leur destin. Je crois surtout, si vous voulez, au-delà du droit, notre gouvernement et notre Parlement ont réussi à établir en Nouvelle-Calédonie la paix et la promesse d'un avenir. La Constitution ce soir s'est donc enrichie d'un nouveau titre spécial. Aux Calédoniens maintenant de s'exprimer. Ils devront approuver ces accords de Nouméa avant la fin de l'année. Un texte qui a donc été adopté par 827 voix sur 885 votants. Seuls donc 31 députés ou sénateurs ont voté contre. Des convois sous surveillance, les transports de déchets nucléaires par le rail ont pu reprendre, mais les mesures ont été renforcées et les cheminots ont même été équipés de détecteurs. Reportage France 3 Lyon, commentaire Nathalie Pérez. Une opération surmédiatisée pour la reprise du transport de déchets nucléaires. Démonstration à l'appui, désormais les conteneurs seront contrôlés et nettoyés scrupuleusement pendant près de 9 heures pour effacer tout risque de contamination radioactive. En effet, le 6 mai dernier, la SNCF avait suspendu dans toute la France ce type de transport après avoir appris par voie de presse que 2 de leurs wagons étaient contaminés. Il a fallu attendre la médiatisation de cette affaire qui était connue de l'autorité de sûreté depuis longtemps. L'autorité de sûreté diligentait depuis quelque temps un certain nombre d'inspections et le problème était en voie de résolution. Il a été simplement accéléré. 14 heures, la visite presque achevée. Un ingénieur, membre d'une association de recherche sur la radioactivité, attend devant les grilles de la centrale. On lui en a refusé l'entrée. Il souhaitait, face à la presse, effectuer un contrôle pour mesurer non pas la contamination sur les surfaces, mais celle émise par le rayonnement. Même si le chargement est propre à l'extérieur, il y a une radiation qui est émise et c'est cette radiation qu'on aimerait mesurer. Mais le directeur du site ne nous autorise pas à le faire. Oh, mais la radioactivité, il y en a de partout, la radioactivité. Alors, pour moi, ça ne représente pas de danger, quoi. C'est un dosimètre. Donc là, aujourd'hui, vous n'êtes pas radioactif? Eh bien, là, on le sera à la fin du mois. Au-delà de ces mesures, la SNCF exige des directeurs de centrales nucléaires qu'ils engagent personnellement leurs responsabilités sur chaque convoi. À retenir dans le reste de l'actualité en France, un résumé en images préparé et commenté par Élise Galland et Carole Coelho. Signe des temps nouveaux, on a son portable que l'on met ou pas son bac. C'est pas vrai, là, il m'a sorti. Aujourd'hui, l'annonce des résultats ici au lycée Gabriel Fauré à Paris a donc déclenché, en plus d'une téléphonie aiguë, les traditionnels cris, rires et larmes, ces dernières assez peu nombreuses, les correcteurs ayant appliqué leurs consignes de bienveillance. Je viens d'avoir mon bac aujourd'hui, je suis très contente. Je l'ai eu du premier coup. J'appréhendais un peu le rattrapage, donc là, ça me fait un gros soulagement.
Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir du premier coup et dont la moyenne est entre 8 et 10, le rattrapage commence dès demain et dure jusqu'à la fin de la semaine. Son patron lui avait demandé de rouler en excès de vitesse. Le jeune livreur s'est tué ce week-end au volant de sa camionnette. Le malheureux chauffeur avait reçu des consignes nettes qui étaient des consignes de rouler en violation de la réglementation ou de la législation. L'employeur vient d'être mis en examen pour homicide involontaire. C'est en fouillant le véhicule que les policiers ont trouvé une note écrite par le patron précisant très clairement les vitesses qu'il devait adopter pendant sa tournée. Des vitesses qui étaient supérieures à celles autorisées. Salarié de l'entreprise depuis moins d'un mois, il était encore à l'essai. Il n'a pas voulu désobéir à son employeur. En Moselle, profanation du cimetière israélite de Dieuze, vieux de plus de 2 siècles. L'alerte a été donnée samedi après-midi par un riverain ayant trouvé le portail anormalement ouvert. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose pouvait se passer dans le cimetière israélite de Dieuze. J'étais choqué par l'ampleur des dégâts d'une part. Je ne peux pas encore m'imaginer aujourd'hui qu'on ait pu faire un tel acte. Les dégâts sont considérables, une trentaine de stèles ont été renversées, certaines sont brisées, mais sur place, l'absence d'indices et d'inscriptions ne permet pas de rattacher cette profanation à un acte raciste. Le consistoire israélite de Moselle et le président de la communauté israélite de Dieuze ont déposé une plainte contre X. Nouveau cas de vache folle. C'est dans cette ferme du Loir-et-Cher qu'une vache laitière de race normande a été atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine. Aussitôt que le cas a été confirmé par le laboratoire national du CNEVA à Lyon, donc le 1er juillet, il a été donc décidé de l'abattage total du cheptel, de l'élimination de la totalité du cheptel. Les cadavres ont été transformés en farine, une farine qui va être incinérée. C'est le 6e cas répertorié en France depuis le début de l'année pour un cheptel qui compte 21 millions de têtes. Si une quinzaine de techniciens du spectacle ont conclu un accord au cas par cas avec la direction de Disneyland Paris et ont repris le travail ce soir, ce n'est toujours pas le cas des animateurs qui poursuivent leur mouvement de grève. La direction du parc estime que ces arrêts de travail ne concernent plus qu'une quarantaine d'artistes de la parade, un chiffre contesté par les grévistes qui, après 13 jours de grève, réclament toujours une hausse de salaire de 7%. Ce TGV ne circulera jamais en France. C'est la première des 12 rames qu'Alstom doit livrer à la Corée, où il reliera le nord au sud du pays. Côté équipement, une motrice de la dernière génération. À l'intérieur, quelques innovations, télévision et sièges pivotants. Dernier contrôle avant le départ, grand nettoyage. Le premier TGV de la série doit être parfait. Voilà plus de 70 ans qu'ils attendaient ça. Les porteurs français d'emprunt russe peuvent depuis ce matin faire valoir leur titre. En effet, le recensement du nombre exact de porteurs a commencé. Seulement voilà, parmi les critères retenus dans le décret pour reconnaître ces titres, il n'est pas précisé emprunt émis en France. Aujourd'hui, plus rien ne s'oppose juridiquement à ce que des titres russes émis en Angleterre, en Suisse, en Belgique, et il y en a encore. Il y en a des tonnes dans les caves des banques suisses, il y en a des dizaines de tonnes dans certaines caves moscovites. Rien ne s'oppose à ce que ces titres-là viennent au recensement. Et bien entendu, plus il y aura de titres recensés et moins l'indemnisation sera importante. Cette dernière a d'ailleurs été plafonnée par la Russie à 2,5 milliards de francs, soit 100 fois moins que la dette d'origine. Les petits porteurs ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se faire connaître auprès du Trésor public. Les marchés financiers, une tendance à la hausse pour ce début de semaine, une tendance qui s'est confirmée ce soir à Wall Street. Un coup d'œil sur les derniers indices. En Irlande du Nord, le bras de fer continue entre les groupes protestants et les autorités. À Belfast, les militants de l'Ordre d'Orange sont toujours installés devant l'un des barrages à l'entrée d'un quartier catholique. Barrage installé dimanche dernier par la police. Ce soir, ce sont ces militants protestants qui ont bloqué plusieurs dizaines de routes un peu partout en Irlande du Nord. Une tension qui est donc montée d'un cran et un premier test après le référendum qui doit pourtant ramener la paix en Ulster.
Les Bleus superstars pour la dernière ligne droite de la Coupe du Monde. Il y avait foule aujourd'hui à Clairefontaine. Avant la demi-finale contre la Croatie, le dernier entraînement public a fait recette. Reportage de Dominique Champeau et Gilles Jacquier. Si la journée de dimanche avait été paisible, le retour au terrain ce matin aurait suffi à rappeler à ceux qui pourraient l'oublier que la France est en demi-finale de la Coupe du Monde. 400 journalistes, près de 50 caméras, on a beau avoir son rond de serviette dans les plus grands clubs européens, on a rarement vu mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a dépassé les limites. Je crois qu'on voit très bien qu'on est quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que l'enthousiasme est tel qu'il y a autant de caméras. Pour la 4e fois de son histoire, la France rêve de finale. Et il faudrait être sacrément rabat-joie pour leur rappeler à tous les douloureux précédents du passé. Ceux-là n'ont pas de souvenirs personnels à gommer, juste une page d'histoire à écrire. Aujourd'hui, on est en demi-finale et peut-être qu'on ne se rend pas vraiment compte qu'on est quand même rentré dans l'histoire des grandes équipes françaises. Mais on ne se rend pas compte parce qu'il y a un objectif qui est la finale et on sent que cette équipe-là a le potentiel. Disons qu'il y a juste ce qu'il faut, une toute petite pression, on ne se la met pas trop haut, on essaye de savoir, enfin de prendre conscience qu'on fait un truc formidable. Dans ce contexte, l'identité du prochain adversaire est presque anecdotique. Tous ou presque ont bien sûr suivi la qualification de la Croatie aux dépens de l'Allemagne. Et si quelques-uns regrettent peut-être de ne pouvoir solder les comptes avec le passé, tous savent qu'ils n'ont peut-être pas gagné au change. Deux Van Gogh et un Cézanne retrouvés en Italie. Ils avaient été volés le 19 mai dernier dans la Galerie d'Art Moderne de Rome. Une enquête particulièrement rapide. 8 personnes ont été arrêtées, dont une employée du musée. La Renaissance, le célèbre festival retrouve une nouvelle jeunesse, un nouveau souffle des compositeurs et des metteurs en scène célèbres, mais aussi beaucoup plus jeunes et encore parfois très peu connus. Pour l'instant, ce sont les habitants de la ville qui ont pu suivre les répétitions en avant-première. Un reportage de Dominique Poncet et Jean-Marc Lallier. C'était le festival le plus huppé, sinon le plus snob de France. Désormais, ce sera le plus décontracté. La preuve, les musiciens débarquent aux répétitions du théâtre de l'Archevêché, sac à dos ou en scooter. Et Don Giovanni se permet même d'arriver en short. Pour son 50e anniversaire, le Festival d'Aix s'est offert un sacré coup de jeune. Il paraît que le premier Don Juan à Prague, en 1787, avait 21 ans. Or, bon, moi j'en ai 29 à présent, il faut dire quel âge a-t-il Don Juan? On est beaucoup de jeunes chanteurs, il y a beaucoup de prises de rôle, enfin c'est vraiment quelque chose de pas comme d'habitude, je pense vraiment. Le coup de jeune, ce n'est pas seulement au niveau des interprètes qu'il a été donné. Côté programme, ça va aussi décoiffer. Certes, dans la cour de l'Archevêché, on affichera évidemment Mozart, mais ailleurs seront données des œuvres de jeunes compositeurs. Pour nous, jeunes compositeurs, l'avantage c'est qu'on peut montrer notre travail à un public, un large public qui n'a pas souvent l'habitude de fréquenter le concert des musiques contemporaines. À part quelques stars confirmées comme Claudio Abbado ou Pierre Boulez, la moyenne d'âge des artistes sera cette année de 30 ans. On donne donc enfin sa chance à la jeune génération. Le public va changer, il va évoluer. Il évolue à travers les programmations, à travers les projets artistiques qu'on fait. Donc il faut qu'il évolue. Ça peut plus être un festival pour les gens du Luberon, en tout cas. Ça c'est sûr. Ça peut plus être ça. Ça a été ça, mais ça peut plus être ça. Engoncé dans la tradition, le festival d'Aix se mourait. Il renaît donc aujourd'hui de ses cendres. Mozart, qui reste ici le compositeur tutélaire, aurait sûrement été content. Avant notre revue de presse, le commentaire de notre dessinateur ce soir, Deligne, qui a trouvé un lien, vous le voyez, entre les comptes de la Sécu et la Coupe du Monde de football avec une Martine Aubry installée sur le banc de touche. Et Martine Aubry qui fait justement la une de vos quotidiens demain. L'éditorial de ce soir est signé La Voix du Nord, revue de presse préparée par Alain Dévé. Jean-René Laplaine dans la Provence est quelque peu irrité. On nous disait la Sécu ça va mieux, écrit-il, et patatras, voici qu'on nous annonce une grave rechute.
Et pour l'endiguer, explique le Progrès de Lyon, Martine Aubry a choisi une médecine douce, moins drastique que celle d'Alain Juppé. Ce qui fait dire à Olivier Kopf dans La Liberté de l'Est que Martine Aubry a accouché d'un plan Juppé light. Et vos journaux dénoncent ce que Francis Lafont appelle dans l'Alsace la mauvaise foi du gouvernement qui condamne le plan Juppé alors que les mesures annoncées, écrit-il, ont un air de famille qui rend inutile le moindre test génétique. Libération est d'accord, pour notre confrère, les mesures annoncées sont ni plus ni moins qu'un plan Jubry. Patrick Béguier dans l'Écho républicain parle même d'hypocrisie. On récuse le plan Juppé parce qu'il montre du doigt les médecins, explique-t-il, mais Martine Aubry, elle, montre du doigt l'industrie pharmaceutique, les radiologues et les labos d'analyse. Mais Jean-François Pommery dans La Voix du Nord doute de l'efficacité du remède. S'il n'est plus question aujourd'hui de sanctionner ni même de montrer du doigt les médecins, les radiologues, les biologistes, les dentistes subissent tout de même des sanctions au même titre que l'industrie pharmaceutique. Alors, il faut bien sûr lutter contre les gâchis, contre les prescriptions excessives, c'est évident, mais avec le développement des techniques qui sont fort coûteuses, on est dans un pays qui détient le triste record de consommation de médicaments, des médicaments pour le moral notamment. On doutera toujours dans ce pays de l'efficacité de mesures visant à soigner mieux en dépensant moins. Et puis, à la une, vous retrouverez aussi le baccalauréat. Les candidats, explique la Dordogne Libre, ont passé avec la proclamation des résultats aujourd'hui une dernière épreuve, parfois joyeuse, parfois dramatique. Et bon nombre de vos quotidiens, comme ici Corse ce matin, publient tous les résultats dans leurs départements respectifs. Mais personne n'oublie non plus que les demi-finales de la Coupe du Monde de football commencent demain avec Brésil-Pays-Bas. Pour le Dauphiné libéré, c'est le choc des continents. Pour le Parisien et aujourd'hui en France, c'est en tout cas une demi-finale de rêve, en attendant bien sûr la France, mercredi. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec la rédaction demain, le 12-13, vous sera présenté par Carole Gessler. Dans un instant, Gérard Rolls pour le Club du Mondial. Très bonne fin de soirée. Merci. Ou revoir pour être sûr de ne rien avoir manqué au cœur de la coupe, tout de suite sur France 3. C'est extra pour les enfants ici. Mais ça n'a pas l'air mal pour les adultes non plus. C'est le coin le plus tranquille de toute l'île. Donc le vent, le ressac et les oiseaux. Et pour les photos, c'est génial. Petit. Petits oiseaux. Il suffit d'un appât et ils viennent vous manger dans la main. C'est merveilleux, ces animaux qui n'ont pas peur de l'homme. C'est tellement bien quand les efforts finissent par payer. Les oiseaux, mercredi 21h sur France 3. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. ABS et double airbag en série. Climatisation. Nouvelle motorisation 16 soupapes et injection directe. Système de navigation par satellite Carminat qui vous indique votre route, toutes les routes, même submersible. Maintenant, si vous oubliez les horaires des marées, Renault fabrique des voitures, pas des bateaux. Chez La Paire, vous trouverez des portails à partir de 990 francs pour vos travaux d'été. Faites équipe avec La Paire. Une bœuf claire ? Cette saveur, c'est bœuf clair. Mon fils est un gracieux. Ouais, un véritable gracier. Tu me fends le cœur. Attention, le fils de Rémus est sacré. Il est bon.
Non, j'ai envie d'ailleurs. C'est intelligent, mon fils, pardon. Si tu veux, c'est une pensée qui ne peut pas s'expliquer. Tu me fends le cœur. Marius, c'est la vedette du Rémubat. Moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien. Oh non, César. Sainte Vierge, c'est ton meurtre, mais c'est toi qui l'auras voulu. Adieu, Fanny. Adieu, César. Classé chef-d'œuvre du patrimoine, au nom du Père, du Fils et du mauvais esprit de Marcel Pagnol. Quand on fera danser les couillons, on ne sera pas à l'orchestre. Un homme fait courir toute la Canebière. Marius, jeudi à 20h50 sur France 3. C'est l'été sur France 3. Sur France Télévisions Sport, laissez-vous porter par le jeu avec l'e-Tribultex. Et avec les magasins experts, TV, multimédia, électroménager, ici. Experts, à vous de juger. Je ne parle bien français, mais bienvenue au Club de France. Again, fermé de mondial. Je ne parle bien français, mais bienvenue au Club de mondial. Ça va? É o seguinte, o negócio é o que sou dono da boca, dono da bolsa. Ah tá, negão, neguinho, negou. Sem barra e sem barraco, rápido, rápido, rápido. Vendo papai eu vou, e sou pequenininho do tamanho de um botão. Carrego bomba dos outros, não espero se me dão. Gente serene, gente solenemente, gente me vê em mente. Olha o semáforo, olha o limão, olha o tamanho do queixão desse negão. Parado para limpar, para brisar, para brisar, para brisar. Salut à tous, bonsoir. On est en direct, c'est le 27e club du mondial. Bienvenue au club. Ce soir, dans cette émission, il y aura un beau et joli portrait de Rivaldo qu'on vient de voir à l'écran il y a quelques secondes. La Croatie, où ils en sont, comment ils s'entraînent. La Hollande, la blessure d'Overmars qui est forfait et celle de Bogard aussi. On reverra l'image, elle est impressionnante. Les Brésil, Pays-Bas du passé. Bref, une tonne d'images dans ce club du mondial qui ce soir a une forme particulière parce que c'est un vrai club de la presse. C'est vrai que le spectacle télévision depuis le début a été génial, mais sans la presse écrite et sans la radio, vous auriez peut-être moins bien compris les coulisses, les données statistiques, les analyses. C'est vrai qu'avec mes confrères, on comprend mieux et on aime mieux cette Coupe du Monde. Ils avaient bien le droit aussi d'être en vedette ce soir avec nous. Il y a de la presse internationale, mon ami Rainer Kalb de la télévision allemande, d'une agence de presse allemande, pardon, et Emmanuel Castro de TV Globo. On verra avec eux tout à l'heure. Oui, on pouvait les applaudir. Merci. Guy Citruc de France Football, Alain Beyer du Parisien, Michel Hénaud de l'AFP, et puis de l'autre côté, Étienne Bonamy, Bernard Roseau d'RTL, Étienne Bonamy du journal L'Équipe, et Alain Giraudot du Monde. Messieurs, bienvenue. Qui enchaîne? Tiens, Alain, vous êtes à l'image, enchaînez tout de suite. La Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Bonne Coupe du Monde, très bonne Coupe du Monde, extraordinaire Coupe du Monde. On va dire bonne Coupe du Monde pour attendre le résultat de mercredi soir. C'est à partir de mercredi soir que ce sera une très très bonne Coupe du Monde ou pas. Guy Citruc, vous qui, à l'instant même, avez apporté le France Football qui sort, là, on l'attend toujours parce que c'est une des bibles, hein, quand on aime le foot, France Football c'est une des bibles, avec De Sailly, le meilleur du monde à son poste en ce moment, et sur fond de maillot de Croatie. Pour vous, c'est une bonne Coupe du Monde? Oui, une bonne Coupe du Monde, je pense aussi un peu comme Alain, à savoir qu'il faut attendre encore quelques heures pour pouvoir dire que ça sera une très bonne Coupe du Monde. La compétition quand même n'est pas liée seulement au sort des Bleus. On a eu quand même de très très belles mi-temps, on a eu des belles prestations, Alain Beyer. La première mi-temps, par exemple, d'Argentine-Angleterre a été dans la légende du foot, non? La première mi-temps d'Argentine-Angleterre est jusqu'à présent ce qu'on a vu de mieux. On verra peut-être mieux encore demain soir avec Brésil-Pays-Bas, c'est pas exclu. Je dirais, sur le plan du terrain, on peut d'ores et déjà dire très belle Coupe du Monde parce qu'on a vu beaucoup de buts, on a vu beaucoup de beaux jeux.
je ne veux pas méconnaître quand même les quelques problèmes qu'il y a eu, et notamment les problèmes de violence en début de Coupe du Monde. Je passe rapidement sur le trouble apporté par les affaires de billetterie. Donc il y a deux choses, il y a, je pense, une formidable Coupe du Monde sur le terrain, et puis quelques petites choses qu'on regrettera, mais qu'on oubliera très vite si la France nous amène jusqu'au bout. Alors les Bleus, justement, on va tout de suite à Clairefontaine avec Jean-Philippe Guillen faire un point sur l'entraînement aujourd'hui des Bleus, qui avait reparlé de tactique, mais quand même avec une relative décontraction, Jean-Philippe. Pourquoi changer des habitudes lorsqu'elles vous réussissent? C'est un peu le leitmotiv de l'équipe de France. Quand la presse est présente à Clairefontaine, il est bien difficile d'entreapercevoir un quelconque schéma tactique. Certains joueurs s'amusent, avec ou sans ballon, d'autres répètent les mêmes exercices d'assouplissement depuis 2 jours, d'autres encore ne font rien et attendent la séance à huis clos. Alors les journalistes en mal d'informations se mettent à compter leurs confrères. Au moins 300 ce matin et près de 50 caméramans autour du terrain et dans la salle d'interview. Avec un pareil dispositif, comment voulez-vous rater les impressions des joueurs avant une demi-finale historique? Aujourd'hui, ça a dépassé les limites. Je crois que on voit très bien qu'on est quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que l'enthousiasme est tel qu'il y a autant de caméras. Commençons grand, fort, c'est vrai, parce qu'on est en demi-finale quand même de la Coupe du Monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas là par hasard. Ça veut dire que depuis de nombreuses années, l'équipe de France, elle travaille. Elle fait ce qu'il faut pour arriver à ce niveau de la compétition. Donc quand on se réveille comme ça, en étant demi-finaliste, je crois que c'est merveilleux. Maintenant, nous, on n'a pas envie de s'arrêter là, c'est clair. L'objectif pour nous, c'est de gagner cette Coupe du Monde. Il nous reste une marche, ça sera peut-être la plus difficile. Maintenant, il faudra se méfier non pas des Croates, mais de nous-mêmes. Éviter le péché d'orgueil, garder la tête sur les épaules et soigner le réalisme, c'est à ce prix seulement que la France devrait dominer logiquement la Croatie. Contre la Croatie, je pense que c'est une équipe qui est basée plus sur l'offensif que l'Italie ou que le Paraguay. Donc c'est sûr qu'il va y avoir plus d'espace. À nous maintenant de profiter, pas non plus de s'exposer, mais de bien en profiter. On peut s'apercevoir qu'ils sont un bloc assez solide de partout. Donc on s'attend à une partie difficile. Ça sera à mon avis une partie un peu plus débridée que contre le Paraguay ou contre l'Italie, parce que c'est une équipe qui a une vocation quand même offensive assez grande, et que c'est pas une équipe qui ferme le jeu et qui sait très très bien défendre. Donc je pense qu'elle va jouer d'abord avec ses propres qualités, et à mon avis ses qualités c'est quand elle a le ballon, parce qu'elle sait très bien s'en servir. Comme à son habitude, Aimé Jacquet attendra avant de dévoiler son équipe. Les journalistes étrangers ont peut-être cru un court instant que Fabien Barthès allait laisser sa place dans les buts, mais son prestigieux remplaçant ne faisait qu'un bref intérim. Michel Hénaud, vous qui avez publié entre autres le guide de l'AFP, le Mondial 98, qui est une bible aussi pour nous, pour le boulot. Votre avis sur ce match qui est en fait unique dans l'histoire? Nouveau pays, nouvelle équipe, la Croatie. On l'a vu à l'Euro 96, mais on l'avait jamais rencontré. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'équipe de France a réussi son mondial, mais on espère qu'elle ira beaucoup plus loin. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils osent un peu plus. Et peut-être on arrivera à de meilleurs résultats, du moins au plan des buts. Si l'équipe de France, je pense que ce n'est pas une question technique ni stratégique, mais ça se passe dans la tête, il faut oser tirer au but. Je pense que c'est là la clé du problème de l'équipe de France. Il faudrait qu'Aimé Jacquet leur rappelle la phrase de Danton, de l'audace, toujours de l'audace, c'est ça? Absolument. Encore de l'audace? Absolument. Et alors oui, c'est vrai que si tout le monde reconnaît, je pense qu'Étienne Bonamy pour le journal L'équipe, vous êtes d'accord, on a en ce moment, ils ont la meilleure défense du monde, devant l'un des meilleurs gardiens du monde. Sans problème, et lorsqu'on dit qu'ils doivent marquer des buts, je pense qu'ils doivent aussi assumer, et ils le font plus ou moins bien, ils doivent assumer aussi le rôle de favori. Avant même que la compétition débute, on a placé, pas seulement nous journalistes, mais les supporters et les entraîneurs, les joueurs étrangers, ont placé l'équipe de France favorite. Elle est dans le dernier carré et elle tombe contre la Croatie. C'est un peu bizarre puisqu'on attendait l'Espagne, ça a été le Paraguay, on attendait l'Italie, ça a été l'Italie, on attendait l'Allemagne et on tombe sur les Croates. Ça renforce la notion de favori. Là aussi, ça brouille un petit peu les rapports. Je pense que ça les aurait beaucoup plus mobilisés, du moins dans le discours, dans ce qui nous tiennent lorsqu'on est au point de presse. Si ça avait été l'Allemagne, tout le monde les aurait poussés là-dessus. Là, ils se retrouvent devant un objectif. Alors, favori, pas favori, eux masquent un peu le jeu comme les Croates le masquent.
c'est un peu la surprise, moi, que j'ai notée là. Je disais tout à l'heure, meilleure défense du monde. En revanche, non-efficacité devant le but. 9 buts marqués dans la première phase, et puis un seul but là en 4 heures de jeu contre deux équipes. Analyse maintenant avec Denis Guérin, et ensuite je vais vous écouter pour pallier ce défaut. Injuste, aléatoire, inhumaine, l'épreuve des tirs au but ne récompense pas toujours la meilleure équipe. Vendredi dernier, heureusement pour les Français, ce ne fut pas le cas. Pourquoi donc a-t-il fallu en arriver là pour gagner? Supérieur dans tous les domaines du jeu, aussi bien physiquement que techniquement, le 11 tricolore n'a pas su faire la différence. Aimé Jacquet, en tout cas, n'en fait pas un drame. Pour nous, c'est une situation qui n'est pas très préoccupante. Parce que nous sommes, à l'image de contre le Paraguay, créé tellement de situations favorables que ce n'est pas très grave. C'est la forme et le moment, le sang-froid, la lucidité des joueurs qui rentrent en ligne de compte. De la lucidité, seul Laurent Blanc en a fait preuve au cours des 2 derniers matchs de l'équipe de France. Un seul but en près de 4 heures de jeu, c'est le triste bilan d'une équipe qui, lors du premier tour, a pourtant marqué 9 buts. Meilleure attaque du mondial après 3 matchs, la France est désormais beaucoup moins productive que le Brésil ou les Pays-Bas. En fait, face à 2 équipes très défensives, l'Italie et le Paraguay, la France a montré une partie de ses limites offensives. Plutôt inquiétant en vue de la rencontre face à la Croatie. Souvent, dans les matchs à haute tension, il me semble qu'on perd un tout petit peu de notre lucidité. Et on perd un tout petit peu de notre sang-froid. Et puis, on voudrait tellement bien faire. Et puis, on a des jeunes joueurs. Oui. Mais ils ont tellement de talent. Alors, confiance. Patience et confiance. Quant au cas Youri Djorkaeff, il n'est toujours pas réglé. Avec 18 buts, il reste le meilleur buteur en activité de l'équipe de France, mais n'a pas été décisif face à l'Italie de Pagliuca, son coéquipier de l'Inter de Milan. Et dans un 11 tricolore qui, faute d'ailier véritable, a beaucoup joué dans l'axe, sa titularisation pose question. Aimé Jacquet, lui, défend son milieu de terrain. C'est un joueur qui est atypique, c'est-à-dire qu'il faut le prendre comme il est. Il est plein de technicité, il est très décisif dans les 30 mètres. Il faut le laisser évoluer comme il veut. Bon, et là, en ce moment, il a beaucoup de volume de jeu. Il est un peu moins réussi dans sa technique. Mais c'est lui, vous ne faites pas de soucis, qui va faire l'essentiel dans peu de temps. Mais au-delà des hommes, il y a un système. En alignant Petit, Deschamps et Carambeu au milieu de terrain, le sélectionneur français a choisi la prudence face à l'Italie et renoué avec l'organisation adoptée lors de l'Euro 96. Une chose est sûre, entre marquer un but de plus que l'adversaire et en encaisser un de moins, Aimé Jacquet a choisi la seconde solution. Jusqu'à maintenant, les résultats lui ont donné raison. Et oui, puis il y a un garçon qui symbolise un petit peu tout ça, c'est Stéphane Guivarch. Il a marqué un but en 11 sélections en équipe de France, alors qu'à Auxerre, c'était 47 dans la saison sur 58 matchs. C'est assez extraordinaire quand même. Bernard Roseau. Oui, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions en équipe de France. Il faut quand même reconnaître ça. Hein. On ne peut pas dire qu'il a manqué 10 occasions de but. Oui, c'est déjà une explication. Il y a quand même 2 choses. Bon, c'est vrai que l'efficacité, c'était le problème depuis 2 ans. Hein. On a reproché à juste titre à Aimé Jacquet de ne pas faire jouer assez d'attaquants. Là, dans les 2 derniers matchs, l'équipe de France s'est heurtée à 2 véritables coffres forts. Hein. Pas dans le même style. Vraiment, j'ai rarement vu personnellement une équipe comme le Paraguay défendre aussi bien. Non seulement il y avait Chilavert dans les buts, mais il y avait aussi une défense remarquablement organisée qui ne trichait pas. À l'inverse de la suivante. Vous avez remarqué tout de suite de qui je voulais parler, de l'Italie, qui a joué bien sûr à l'italienne. Mais c'était 2 super défenses. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, non seulement on voudrait voir la France se qualifier, mais ça va être un adversaire dans un genre complètement différent. On va voir si les Bleus de Jacquet peuvent attaquer contre une équipe qui attaque. Parce qu'à mon avis, ce sera un match beaucoup plus ouvert que lors des confrontations contre l'Italie et contre le Paraguay. Alors, on est en direct avec Vittel, avec la ville qui accueille les Croates depuis pratiquement le début de la compétition. Cédric Barato, bonsoir. On est donc en direct. Les dernières nouvelles du côté des damiers. Eh ben, du côté des damiers, on se veut calme et serein. Et contrairement aux Français, peu de journalistes sont venus visiter les Croates. On avait pris ces petites habitudes depuis pas mal de temps, depuis le début. Rendez-vous tous les jours à 18h au stade pour l'entraînement, signature d'autographes, interview. Le train-train quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu quand même un petit changement. C'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. 18h, c'est un rituel, arrivée des joueurs croates au stade de Vittel pour leur entraînement quotidien. Tout le monde est en place dans les tribunes, les journalistes sont là également. C'est une consigne, les entraînements sont ouverts à tous. Seulement voilà, aujourd'hui,
il y a eu un changement de programme, car ce sont les remplaçants qui jouent au titulaire. Les vedettes, elles, sont restées à l'hôtel. Voilà pour la facétie du jour. Pas de ballon pour la troupe de Blažević. Un léger décrassage, loin des yeux, sur le parcours de golf. Et sûrement à 48 heures d'une demi-finale de Coupe du Monde, un petit discours du chef, façon veillée d'armes. C'est vrai, j'ai besoin d'une belle tacho, surtout j'ai besoin de relaxer un petit peu parce qu'ils sont trop crispés, contrairement à ce que vous pensez. Aujourd'hui, j'ai demandé au médecin qu'il me donne quelque chose pour les calmer parce qu'ils sont malheureusement très déjà, et c'est trop tôt pour être dans le match. L'explication vaut peut-être pour l'entraînement sans ballon. Mais Miroslav est un malin qui se veut confident. Et des confidences, il en fait à qui veut l'entendre. On lui parle de Zidane, il vous répond Boban. Je suis très subjectif quand il s'agit de Boban. Pour moi, Boban c'est le meilleur au monde. Et par contre, Boban il m'a dit, coach, il me dit chef, Zidane c'est le meilleur. C'est formidable. Boban, tiraillé par une cheville et incertain pour le match. On a voulu en avoir le cœur net. J'ai eu quelques problèmes contre l'Allemagne, mais j'ai fait un bon match. Et je crois que je serai au top niveau pour jouer contre la France. Un beau duel en perspective entre deux techniciens hors pair, Boban contre Zidane. Et là, pour le coup, on a eu droit à la vacherie du jour. Je ne sais pas si Zidane il est le meilleur équipe de France, il est peut-être plus footballistiquement, il est meilleur. Mais par son rendement, et nous l'entraînons, on regarde le rendement. À ce moment-là, je préfère Deschamps. Voilà Gérard, enfin je vous résume, hein, parce que c'était du Blažević dans le texte. En fait, il admire le talent de Zidane, mais il trouve qu'au niveau du rendement, c'est peut-être pas ça, et que lui préfère Deschamps. Voilà, c'est ce qu'on appelle en football un tacle. J'ai à côté de moi Francis Di Landro, qui est un interlocuteur privilégié de la sélection croate. Vous les avez depuis le 8 juin, je crois, et c'est le bonheur. Ben, écoutez, nous, en tant que Club Med Vittel, et je vous remercie de nous avoir invités, c'est le bonheur, puisque ces personnes, au départ d'une simple aventure dans un village de vacances, arrivent en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est quand même une belle histoire, au moins en demi-finale. Alors, une belle histoire, est-ce que vous avez des petites histoires? Parce qu'on voit les joueurs, on peut les rencontrer, vous avez dû sûrement discuter avec un peu tout le monde. Ils sont très, très ouverts. Alors, non seulement ils sont ouverts, mais ils vivent comme des vacanciers. Ça paraît une histoire extraordinaire. Ils se promènent dans le parc. Ils n'ont jamais refusé de signer une autographe. Ils ont même donné de l'argent à des gens qui se promenaient dans le parc pour aller voir des matchs, des billets gratuits. C'est vraiment des garçons qui ne se prennent pas pour des stars. Ils ont fait une grande vraiment fête. Très sympathiques, très agréables. Cédric, est-ce qu'ils ont fait une grande fête après leur victoire, par exemple, contre l'Allemagne là? Pas du tout. Ils sont à Paris, ils sont restés ensemble, ils se sont couchés assez tôt et puis ils sont rentrés le lendemain à Vittel. Et depuis, c'est le calme. Mais bon, vous savez d'ailleurs, nous on baisse un peu le ton pour parler parce qu'en ce moment, ils sont juste à côté de nous et ils dorment. Certains peut-être ont fait le mur, ça on ne sait pas, on n'a pas été vérifié. J'ai eu autre chose à vous dire. Ouais. J'ai autre chose à vous dire. Francis Di Landro, qui est à côté de moi, est un personnage un peu particulier. Il est devenu le pronostiqueur officiel de Miroslav Blažević. Expliquez-nous. Ben écoutez, depuis le début que l'équipe croate est là, chaque veille de match, M. Blažević me demande mon pronostic et je lui ai toujours donné les résultats exacts, sauf pour l'Allemagne où j'avais dit 2-0 pour la Croatie, mais je n'avais pas compté sur l'expulsion du joueur allemand. Alors Francis Di Landro a prévu aussi le parcours de la France. Pour le moment, il ne s'est pas trop trompé. Vous les voyez, vous les avez vus arriver en demi-finale. Et puis la suite, ça se passe comment? Ben, je n'aurais jamais osé pronostiquer France-Croatie. Mais là, pour moi, où il y a un festival offensif de l'équipe de France et il y a 4-0 pour la France, ou alors la France joue sa 3e prolongation de suite. Et là, tout peut arriver. C'est ce que vous avez prévu, hein, une prolongation et tout peut arriver. Merci, voilà. Ou un festival dormez bien au calme à Vittel. Je me tourne maintenant vers mes spécialistes, vers mes confrères. D'abord, la personnalité de Blažević. Ouais, Alain Giraudot du Monde. On voit complètement le personnage au travers des quelques propos qu'il a tenus. Bon, je vais mettre des guillemets, mais c'est un filou, donc il joue très bien de tout ça. C'est un renard, on l'a bien connu quand il était à Nantes, on connaît toutes ses ficelles, et là il les montre. Bon, il n'y a pas les joueurs sur le terrain, il y en a d'autres, il joue un peu aux marionnettes, comme ça il cache les choses. Il est très fort, il est très très fort. Et en même temps, derrière lui, il a un pays qui demande qu'il se passe quelque chose. Donc on a un peu cette complexité d'une équipe qu'on ne connaît pas très bien, enfin dont on connaît très bien les joueurs individuellement, mais dont on ne connaît pas bien la formation, l'ensemble. Un entraîneur qui a un peu ce côté un peu sorcier, malin, truqueur, enfin qui a toutes les ficelles
sa disposition et qui connaît merveilleusement bien le football international. Et puis derrière, un pays qui est en train d'être en ébullition. À Zagreb, il y a des scènes extraordinaires en ce moment. Alors justement, tiens, on va s'intéresser à la Croatie. Petit pays, 5 millions d'habitants, Zagreb, Split, la guerre contre la Serbie, et puis aujourd'hui l'indépendance. Tout un pays qui pousse, l'histoire même de ce drapeau à damier, Anne Gouraud, histoire, géopolitique, symbole, pour mieux comprendre la Croatie. C'est un petit pays qui en quelques instants écrit une nouvelle page de sa grande histoire. C'est un peuple qui oublie le temps d'une victoire les déchirures d'un passé récent. Premier pays à avoir reconnu la Croatie en 91, l'Allemagne s'incline sur le terrain alors 5 millions de Croates refusent de dormir. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi et pour mon petit pays. 15 janvier 92, la Croatie est en fête pour la première fois. Elle est libre et indépendante. 23 gouvernements ont reconnu officiellement son existence. Alors, dans les églises de ce pays avant tout catholique, on célèbre la résurrection d'une nation occupée, déchirée et envahie depuis l'Antiquité. Les Romains, les Slaves, puis l'Empire austro-hongrois, tous ont marqué de leur empreinte le peuple croate. Un peuple estampillé yougoslave en 1929, un peuple lié au destin de l'Allemagne, aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. 10 000 morts, 500 000 réfugiés, la Croatie a chèrement payé son indépendance et les couleurs d'un drapeau que le monde entier a découvert au détour d'un match. Rouge pour le sud, blanc pour l'ouest, 25 damiers pour autant de comtés historiques, la Croatie a enfin retrouvé le blason ancestral abandonné sous l'ère communiste. Elle a aussi retrouvé l'hymne aux accents slaves d'une langue empruntée aux conquérants du passé. Un héritage historique pour la quête d'un futur qui va bien au-delà de la Coupe du Monde. Avec un montage de Sophie Kerboul, la Croatie. Michel Hénaud pour l'agence France Presse. Tous les Croates donnent l'équipe de France favorite, mais non seulement du match de demain, je veux dire tous les joueurs croates, hein, mais en plus pour la Coupe du Monde. C'est de l'intox, hein? Oui, c'est une bonne stratégie. Je pense que Blažević est un peu derrière cela. En fait, Croatie, petit pays, certes, nouveau pays, oui, mais ce n'est pas une petite équipe du tout. Et le fait qu'ils ne soient pas favoris, ça leur ôte la pression. Et en plus, ils ont une fin colossale de reconnaissance. Et ça c'est un atout formidable. Je pense qu'ils le jouent psychologiquement, ils le jouent parfaitement bien. Et bravo, M. Blažević. Alors pendant des années, à propos des Yougoslaves, en général, du tempérament yougoslave, on disait que c'était des extraordinaires joueurs de ballon, de technique, mais qu'à un moment ou à un autre dans le match, ils craquaient. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou pas, Guy Citruc? Oui, la friabilité du mental des joueurs de Croatie ou de l'ex-Yougoslavie est bien connue. Ils n'ont jamais rien remporté. Si, une Coupe d'Europe ou quelques Coupes d'Europe de club, mais pas au niveau national. Alain Beillard, le Parisien. Je crois qu'il y a de très nouveaux. On a envoyé une de nos reporters à Zagreb pour essayer de mieux comprendre comment se passaient les choses. Et je crois qu'il y a de très nouveau entre la Yougoslavie, je dirais de l'époque où le pays était dans son entité complète, fédération. C'est que la Yougoslavie, c'était déjà 3 entités très différentes. Il y avait donc les Serbes, les Croates, et puis les musulmans qui sont actuellement en Bosnie. Et donc, effectivement, on mettait tous ces gens-là dans une même équipe, mais ils n'avaient pas d'atomes crochus forcément entre eux, voire même ils avaient parfois de fortes dissensions. Donc ça veut dire que pour le mental et pour le collectif, la moindre contradiction, la moindre rupture dans le système, et tout ça partait un petit peu en débandade. Là aujourd'hui, avec l'équipe croate, on retrouve le même talent sur le terrain. Mais tous ces gens-là sont cimentés par une espèce de sentiment national, on peut quand même l'appeler comme ça, et même quand on voit que ce sont des gens qui sont devenus parfois des footballeurs très riches, voire Boban au Milan AC, voire Šuker au Real Madrid, qui vient de remporter la Coupe des Champions, et donc ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais quand ils se retrouvent sous le maillot croate,
Boban, dans une interview qu'il nous donne, qui est à paraître demain au journal, Boban nous dit « Quand je porte ce maillot croate, je suis complètement transformé. Mon être est transformé et je me sens capable de faire des choses que je n'ai pas fait cette année d'ailleurs dans mon club, puisqu'on sait qu'il a passé une très mauvaise saison au Milan AC. » Il y a un des joueurs qui est rentré dans l'histoire, c'est Prosinecki, qui a été le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué 2 buts sous des maillots différents, puisqu'il avait marqué avec la Yougoslavie et qu'il a aujourd'hui marqué avec la Croatie. Il ne fait pas partie de la liste de Pelé. On a demandé tout à l'heure à l'ami Pelé, qui était ici dans ces murs, quelle était son équipe du monde. Alors les commentaires maintenant de notre consultant particulier. Nous avons le gardien Mondragon, qui est sans aucun doute excellent à son poste. On a Cafu, le Brésilien, qui est un latéral qui peut marquer. Il y a Thuram, le Français, qui joue très bien, très bon sur les balles aériennes, très technique. Pour nous, De Sailly sort du lot. Il est un des plus grands joueurs défensifs de ce mondial. Et Lizarazu, sur le côté gauche, qui joue au mieux dans cette partie du terrain. Au milieu du terrain, nous avons Veron, qui est très fort physiquement. Il marque et il a porté l'Argentine à bout de bras. Autre joueur qui a créé la surprise pour tout le monde, c'est une grande révélation au milieu de terrain, Davids, le Hollandais. Et l'autre grand joueur, le cerveau de l'équipe de France, Zidane. On ne pouvait l'écarter de ce milieu de terrain, c'est l'homme qui crée dans une équipe. Voilà pour le milieu. À l'avant, impossible d'oublier Vieri, qui est pour l'instant le meilleur buteur de ce championnat. Owen, qui lui aussi a été une grande révélation. Les 2 attaquants majeurs pour nous sont donc Vieri et Owen. Il y a aussi Overmars, le Hollandais, qui est un excellent ailier, capable de jouer à gauche, à droite et encore à gauche. C'est pour nous la meilleure équipe, l'équipe type de ce mondial à l'heure qu'il est. Voilà donc l'équipe de Pelé, l'équipe du mondial 98 pour l'instant, donc Cafu, Thuram, Veron, Davids. Et puis le pauvre Overmars qui vient de déclarer forfait, donc il se plaint toujours d'une contracture derrière la cuisse gauche. Aujourd'hui il a trottiné, mais on en reparlera tout à l'heure avec la présentation de l'équipe de Hollande. Il a essayé de trottiner aujourd'hui, mais il a vraiment très mal, il est forfait. Il devrait être remplacé par Cocu. Étienne Bonamy du journal L'Équipe, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? C'est une belle équipe. Moi j'enlèverais Mondragon, le gardien. Étonnant ce choix de Mondragon. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est un gardien sud-américain. Moi, je préfère nettement hésiter entre Barthez et Van der Sar, qui sont 2 gardiens très modernes. On le voit, qui jouent beaucoup au pied. On sait combien c'est important, les nouvelles règles maintenant pour les gardiens. Et puis, je suis content qu'il y ait Owen dedans, parce que c'est dans le mondial aussi, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est que des jeunes joueurs, on l'a vu avec Thierry Henry, on ne le voit pas tout à fait avec David Trezeguet en équipe de France, mais Michael Owen, on voit qu'à 18 ans, et Pelé le sait, qu'à 18 ans, à 19 ans, on peut très bien être un grand joueur d'une Coupe du Monde. Justement, tenter, comme Michel Hinault le disait tout à l'heure, avoir de l'audace et tenter des choses assez extraordinaires. Les contrôles qu'il a pu faire contre l'Argentine et même avant, et de se lancer comme ça dans les espaces, c'est assez extraordinaire. Non, mais moi je trouve ça parfait. D'abord, Thierry Henry a été titularisé contre l'Afrique du Sud. On a vu ce que ça avait changé dans le jeu de l'équipe de France, d'avoir quelqu'un de rapide qui ose. Puis un bon joueur surtout. Bernard Roseau, RTL. Oui, je vais faire comme Étienne, je vais oser contester le roi Pelé, mais pour le poste de gardien, je pense que ça se joue entre Van der Sar et Barthès. Ils vont peut-être être départagés avec les demi-finales. Puis le 3e, pour moi, c'est Chilavert. Bon, il n'est plus dans la compétition, mais j'aurais préféré Chilavert. Quelle personnalité et quelle influence aussi sur le jeu de son équipe. Alors, en enregistrant tout à l'heure le roi Pelé dans ses pronostics, le roi peut se tromper, comme nous d'ailleurs, dans la prononciation de certains mots, parce que c'est de certains noms. Il avait un tout petit peu de mal à prononcer le nom de notre Basque qui joue arrière gauche, Vicente Lizarazu, juste comme ça, mais c'est juste pour rire, c'est pas trop pour se moquer de vous, monsieur Pelé. Y tenemos Lizarazu de Lizarazu de Lizarazu de
Lizarazu. Lizarazu. Lizarazu de France. C'est mignon. Mais il y en a beaucoup, Alain Giraudot, vous qui avez suivi le tennis pendant longtemps, qui prononce encore très mal le nom d'Ivanisevic, qui était en finale hier contre Sampras. C'est très très dur. Il ne faut pas se moquer des autres. Gérard, dans le domaine, il fait concurrence à Raymond Goethals, qui avait du mal avec certains noms. Oui. Bon, on enchaîne maintenant avec ce qu'on va suivre demain soir, c'est-à-dire la demi-finale entre le Brésil et les Pays-Bas. Ils se sont rencontrés 5 fois, mais 2 fois seulement en Coupe du Monde. 74-94 avec Denis Guérin. Petite rubrique souvenir, un coup d'œil dans le rétro, parce que ça avait été des matchs très spectaculaires. 1974, Cruyff et ses coéquipiers ont besoin d'un match nul face aux Brésiliens pour accéder à la finale. On attend du spectacle, mais c'est à un festival de fautes auquel on assiste. Le Brésil n'est plus la grande équipe du mondial mexicain, et face à des Néerlandais très physiques, Rivellino et les siens ne font pas le poids. Quant à Mario Zagallo, déjà présent sur le banc brésilien, il va assister impuissant à la défaite de son équipe. Niskens d'abord, Cruyff ensuite donne la victoire aux Pays-Bas. Le Brésil sort par la petite porte de ce mondial 1974. Quant aux supporters néerlandais, ils peuvent rêver à un premier sacre face à l'Allemagne de Beckenbauer. « 20 ans plus tard, changement de rythme et de décor aux États-Unis en quart de finale. Les deux équipes ont conservé les mêmes couleurs, mais le rapport de force s'est inversé. Le tandem d'attaque Romario-Bebeto fait des merveilles. Les deux joueurs gagnent leur duel face à Van der Sar et le Brésil mène 2-0 en début de seconde période. Avec Dunga et Tafarel, Bebeto est aujourd'hui l'un des seuls rescapés de cette équipe. Côté néerlandais, Bergkamp est déjà là et c'est lui qui permet aux Pays-Bas de revenir dans la partie. 2-1, puis très vite 2 buts partout avec cette tête d'Aaron Winter. Pour la première fois dans ce mondial, le Brésil est accroché. Mais à un quart d'heure de la fin, Branco envoie les Brésiliens en demi-finale sur ce fantastique coup franc. Van der Sar ne rêve, paraît-il, que d'une chose, ne pas encaisser le même demain face à Roberto Carlos. Il y a un maillot hollandais là-haut. Et ils joueront d'ailleurs dans leur couleur demain soir. Les Hollandais joueront en orange, les Brésiliens en jaune. Ce qui ne sera pas le cas de l'équipe de France qui demain jouera avec son maillot bleu, mais jouera avec un short bleu pour bien qu'on puisse les distinguer avec les Croates. Guy Citruc, c'était le fameux match jour pour jour, donc Brésil-Pays-Bas, où Bebeto avait salué son bébé. La naissance de son bébé. C'est ça. Et j'avoue que moi, je ne me souvenais pas que le coup franc de Branco avait effleuré le dos de Romario à ce point-là. Il avait déjà pris le pli de ce que fait Roberto Carlos aujourd'hui. C'était exceptionnel, ce coup franc, qui avait permis ensuite aux Brésiliens de passer en demi et d'aller jusqu'au bout. On a l'impression qu'il y a que les Brésiliens pour tenter des frappes comme celle-là. En France, on a un garçon comme Guy Varche, mais il tente peu des coups francs. Il n'a pas toujours la possibilité de le faire et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Michel Hesnaut, Zagallo a dit c'est bien beau de revoir ces images et c'est bien beau de se souvenir de tout ça, mais les deux équipes ont complètement changé, même s'il y a, je crois que j'ai compté, il y a 11 joueurs qui ont participé à ce match de 94. Oui, mais tout d'abord, bien sûr, c'est une époque différente. C'est une bonne équipe du Brésil, mais ce n'est pas une grande équipe du Brésil. Par contre, on a découvert les Pays-Bas. On a vu que c'est un grand collectif. Malheureusement, Overmars ne sera pas là demain, mais la défense brésilienne peut souffrir demain. À mon avis, c'est le choc de feu. Je crois que c'est vous qui l'avez titré dans l'AFP, dans l'agence France-Presse hier. Alors, je vais aller rejoindre maintenant mes confrères de la presse internationale. Je quitte la presse française pour quelques minutes pour parler d'abord avec Rainer Kalb, qui tiquait tout à l'heure sur la sélection du Roi Pelé. Rainer, vous qui représentez la presse allemande, vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur la composition de l'équipe du monde du Roi Pelé? J'étais pas d'accord avec le gardien. Je trouve que c'est Chilavert qui a mérité vraiment par sa personnalité et tout d'être le gardien numéro 1. Sinon, tout le reste, on peut être d'accord, oui. Avec le roi. Il n'y a pas un Allemand dans cette sélection? C'est mérité. L'Allemagne était moyen. L'Allemagne avait mérité de perdre contre la Croatie.
bien que j'ai encore quelques mots de dire sur la Croatie. Mais je veux dire, le sentiment général en Allemagne, c'est quand même qu'on est presque content que l'Allemagne soit éliminée. Comme ça, nous, les Allemands, les supporters et les journalistes, on n'a plus à s'excuser pour la présence de l'Allemagne qui joue un mauvais football, qui est là par sa force, par ses qualités secondaires allemandes, la discipline et tout ça, et aussi par la chance. Et là, on a pris une gifle à cause d'une carton rouge tout à fait méritée, pas discutable, là. Mais bon, on est éliminé, il faut retenir la leçon et maintenant il faut voir qu'est-ce qui ne marche pas dans notre football, surtout dans la formation des jeunes. Matthäus veut continuer à 37 ans, nos joueurs les plus jeunes, Jeremies et Hamann, ont 24 ans. On n'a pas des joueurs comme vous, comme Thierry Henry, comme Trezeguet, qui ont 20 ans et qui jouent déjà en sélection. Et c'est ça un problème de la formation et donc là, l'Allemagne doit réfléchir. On est en direct maintenant et je me retourne vers notre grand écran. Il y a Bernard Roseau qui attend, mais il y a surtout Ludovic Duchesne. Oui, bonsoir Gérard. Salut Ludovic, vous êtes à Marseille, vous êtes sur le Vieux-Port avec nous en direct? Absolument, et on s'est intéressé aujourd'hui à cette équipe des Pays-Bas qui nous offre souvent deux visages. Un visage brouillon, un peu cafouilleux. C'était contre le Mexique, notamment en deuxième mi-temps, et aussi un peu contre la Yougoslavie. Ils auraient très bien pu se faire éliminer si Mijatovic avait marqué son pénalty. Mais aussi un visage rayonnant et beaucoup plus clairvoyant, à l'image de son meneur de jeu, Denis Bergkamp. Alors on a voulu faire le point avec cette équipe des Pays-Bas. Les images sont de Jean-Michel Villeneuve et d'André Muller. C'est parti. Au début de cette Coupe du Monde, on avait une vision assez floue de cette équipe des Pays-Bas. Après 5 matchs disputés dans cette compétition, notre point de vue est beaucoup plus clair. Les Néerlandais sont encore présents dans ce tournoi et ils se sont qualifiés pour les demi-finales en éliminant l'un des favoris du mondial, l'Argentine. Leur entraîneur, Guus Hiddink, réussit pour l'instant à préserver cet esprit de groupe qui leur fait si souvent défaut. Le symbole de ce changement s'appelle Edgar Davids. Renvoyé lors du championnat d'Europe en 1996 pour mauvaise conduite, le joueur de la Juventus de Turin est aujourd'hui exemplaire. Et les nombreux conflits raciaux semblent mis de côté. L'équipe batave peut alors se consacrer à son jeu et à son objectif, devenir championne du monde pour la première fois de son histoire. Si vous voulez être champion du monde, il faut battre les meilleures équipes et ça tombe bien car nous n'avons peur de personne. Le joueur d'Arsenal est le véritable meneur et buteur des Pays-Bas. Blessé cette année en championnat d'Angleterre, Bergkamp est revenu à son meilleur niveau juste à temps pour cette Coupe du Monde. Capable d'être le principal acteur d'un match comme contre l'Argentine, il est souvent le réalisateur et le dépositaire du jeu de son équipe. C'est vrai que je suis de mieux en mieux, physiquement je me sens à 100%, j'ai de bonnes sensations sur le terrain. Cette équipe des Pays-Bas reste l'une des plus offensives de ce mondial avec des joueurs tels que Bergkamp, Overmars, Cocu, Kluivert et encore Van Hooijdonk. Cette philosophie de l'attaque fait partie de la mentalité néerlandaise depuis des décennies et elle est encore d'actualité aujourd'hui. Les Pays-Bas, c'est une grande équipe avec de nombreux joueurs talentueux qui ont en plus de l'expérience. C'est peut-être l'équipe qui joue le mieux au football dans ce tournoi. Elle est très attractive et très offensive. Et si cette génération de joueurs est sûrement moins forte que celle de 1974 et 1978, cette équipe a d'autres atouts. Elle est mieux organisée et surtout plus disciplinée. Voilà Gérard, eh bien nous avons de la chance ici à Marseille puisque nous avons un champion olympique juste à côté de nous. Il s'agit de Djamel Bourras. Bonsoir Djamel. Bonsoir. Alors justement, pour rebondir sur ce sujet, qu'est-ce que vous inspire cette équipe des Pays-Bas? Bah écoutez, moi j'aime beaucoup cette équipe. Et puis je suis un peu désolé pour le Brésil, mais j'espère qu'ils vont gagner le Brésil. Parce que je trouve que c'est une équipe qui reste humble, qui sont assez unis, sont solidaires. Il y a des très bons joueurs comme Bergkamp, etc. Et j'aimerais bien qu'ils aillent en finale contre la France, mais bon, que la France gagne quand même, parce que j'aime beaucoup la France. Hein. Rapidement, votre clin d'œil lors de cette Coupe du Monde, un geste, une équipe, un joueur? Il y a eu des tristesses par rapport à pas mal d'équipes, mais il y a eu des joies. Moi, je suis allé voir l'équipe de France jouer, et puis je trouve qu'on a beaucoup parlé au début, mais ils sont là, je suis allé voir le match contre l'Italie, j'ai trouvé des grands joueurs. C'est vrai qu'en défense, on a vraiment un mur, le mur de Berlin, et personne n'arrive à passer. Et en plus, surtout, on peut parler aussi des supporters, de tout le monde, de tous les gens qui sont là,
à suivre cette Coupe du Monde, cette grande fête, pour essayer d'amener au bout cette équipe de France qui va faire rêver beaucoup de gens. Un pronostic sur, vous en avez un peu parlé, mais sur Pays-Bas-Brésil, vous croyez vraiment en les chances de cette équipe? Pays-Bas-Brésil, à mon avis, il va y avoir beaucoup de buts, mais disons 3-2 pour la Hollande. Alors les Pays-Bas, donc c'est Newman qui est suspendu, c'est Bogard et Overmars qui sont blessés, je vous le confirme parce qu'on était aujourd'hui à l'entraînement des Pays-Bas et Overmars n'a pas pu taper dans le ballon, il en était incapable. Mais il y a d'autres joueurs que l'on ressort généralement, à part les attaquants, on l'a vu sur le sujet précédent. Il y a un joueur auquel on s'est intéressé de plus près, c'est le gardien, c'est le géant néerlandais. Il s'appelle Van der Sar Edwin de son prénom. Image Jean-Michel Villeneuve, Jean-Michel Bourguignon. Le plus haut des Pays-Bas, c'est Edwin van der Sar, le plus grand des gardiens de cette Coupe du Monde. Par la taille d'abord, 1,97 m et peut-être par le talent. À 27 ans, le numéro 1 néerlandais arrive à maturité. Ses 28 sélections lui permettent de garder les buts de son pays en toute sérénité. Celui que l'on surnomme Lapin de glace est un homme de sang-froid et un gardien dépourvu de toute fantaisie. Sur le terrain, Van der Sar est un provocateur et parfois un très bon acteur. Le joueur de l'Ajax d'Amsterdam est un meneur en défense dans une équipe qui se tourne résolument vers l'attaque. Il fait partie de ces gardiens modernes, agiles de leurs mains, mais aussi adroits avec leurs pieds. Depuis 3 ans, Van der Sar connaît une certaine réussite en sélection des Pays-Bas. Et pour sa première Coupe du Monde, il est déjà en demi-finale, et ça, c'est grand. Oui Gérard, et n'allez pas croire qu'on est parti pris, mais nous dans l'équipe de Pelé, on aurait rajouté un joueur, c'est Dennis Bergkamp, qu'on trouve absolument extraordinaire. Nous l'a prouvé un peu contre l'Argentine. Votre avis, Jamel, sur Dennis Bergkamp? Très très grand joueur, j'ai beaucoup aimé. En plus, il paraît que c'est un garçon qui est très humble. Et ça ressemble toujours un peu à notre sport. On aime bien cette humilité. Et puis même, c'est quelle technique. C'est vraiment, moi je trouve qu'il mérite d'être dans l'équipe du monde en ce moment, quoi. Je peux vous le confirmer en interview, c'est vraiment un garçon charmant. Alors, du sport à la culture, il n'y a qu'un pas. Juste à côté de moi se trouve Martial Fernandez. Je lui laisse la parole. C'est parti, Martial. Oui, à Marseille, il y a l'aspect sportif, mais aussi l'aspect culturel depuis déjà près d'un mois. Et nous sommes allés rencontrer à Cassis, à 20 km de la ville, un chanteur anonyme. Il a créé un hymne, il appelle ça l'hymne aux ficelles de la Coupe du Monde. C'est un jeu de mots. Les explications avec le sujet que nous avons préparé avec André Muller, Franck Marinoni et Vincent Lejeune. Alors, celle que je vais vous chanter maintenant, c'est le petit joueur de ballon. Ça fait une chanson que j'ai faite pour la Coupe du Monde. Vous ne rêvez pas, ce n'est ni Axel Red, ni Youssou N'Dour, mais jeu de manivelle et jeu de mots aidants, Gilles Butin s'est senti inspiré par la Coupe du Monde. Une chanson dédiée aux joueurs et au ballon rond. Vérité aux rumeurs infondées, le comité d'organisation n'en aurait pas voulu. Pour quelques ronds, ils ont tous le cœur en bataille. Je voulais me faire appeler le chanteur officiel, mais bien sûr, il y a des droits et j'ai pas pu le faire. Et pour rigoler, je me suis appelé le chanteur aux ficelles, parce que pour fixer mon pantalon, j'utilise des ficelles, voilà. Et pour attirer le public aussi. Venez voir. C'est très simple, c'est une chanson pas connue, mais très très belle. Vous asseyez avec nous et vous chantez avec nous. Attention, il y a d'autres personnes. Mesdames et messieurs, venez chanter. Contrairement au CFO, pas d'ennui avec la billetterie. L'artiste est observateur, parfois même un peu moqueur. Petit baron, au-dessus de l'herbe tendre, ta balade c'est comme une chanson qui finit tous par nous prendre. Ta balade c'est comme une chanson qui finit tous par nous prendre. Il y a d'autres choses plus critiquables que cet hymne officiel. Bon, les petites mascottes, par exemple, je trouve qu'il y a quand même des choses plus jolies à faire. Enfin, plein d'autres événements aussi qui sont critiquables, mais dans l'ensemble, c'est quand même la fête et il faudrait que ça soit la fête parce qu'on n'a plus beaucoup des fêtes. Gilles Butin, un karaoké humain, cela tombe bien, dans 4 ans, la Coupe du Monde aura lieu en Corée du Sud et au Japon. Petit baron, au-dessus de l'herbe tendre,
Voilà, et on se prépare demain pour le match de football Pays-Bas-Brésil, bien sûr. Et puis il y aura une grande fête aussi aux plages du Prado pour terminer cette Coupe du Monde à Marseille avec un concert surprise. Je vous donne pas son nom, je vous dis juste que son nom de famille, c'est le même que celui qui a entraîné le Brésil en 82. Donc vous allez à réfléchir pendant 24 heures. Voilà Gérard. Salut Martial et encore bravo pour le travail que vous faites sur place là-bas avec Ludovic Duchesne et toutes mes équipes de France 2, France 3. Évidemment, demain soir, ce choc de feu au Stade Vélodrome, c'est sur France 2 avec les commentaires de Pierre Sled et de Paul Le Guen. Rainer Kalb, vous avez réagi par exemple au cinéma de Van der Sar ou à la provocation, on va appeler ça comme ça. Je trouve l'arbitre avait sifflé, donc l'action était sanctionnée. Ortega a vu un carton jaune pour simulation et alors Van der Sar aurait dû rester dans son but. Et après il vient provoquer et c'est lui qui aurait été mérité au moins aussi un carton jaune. Et moi je vois un grand danger dans cette Coupe du Monde depuis que M. Blatter et M. Platini sont intervenus pour les arbitres, pour être plus sévères. On voit de plus en plus des joueurs qui font carrément du chiquet dans le milieu de terrain déjà. Pas seulement dans la surface pour provoquer des pénaltys, mais au milieu de terrain pour provoquer des cartons. Et je ne peux qu'avertir l'équipe de France, les Croates là-dedans sont champions du monde déjà. C'est-à-dire, tel que je disais tout à l'heure, la défaite de l'Allemagne était méritée, mais quand je lis les déclarations de Bilic, il y a les règlements stupides, Zucker l'a bien appliqué, il a bien provoqué Wörns. Quand je vois les déclarations de Blažević qui compare cette victoire contre l'Allemagne avec la Première Guerre mondiale, j'ai enlevé l'essence au tank allemand. Non mais si on va dans un match de football avec un esprit guerrier, bonjour, ce que la France peut attendre mercredi. Merci Rainer, merci de votre œil de spécialiste de la presse allemande à propos de ça, de ce match-là. Alors maintenant j'ai un représentant de TV Globo, Emmanuel Castro, merci d'être avec nous, télévision brésilienne. Je vais parler doucement car votre français qui est très bon... Comme Pelé, je ne parle pas bien le français. On va s'occuper maintenant du Brésil. Est-ce que vous êtes inquiet à la veille de ce match-là, vous, TV Globo? Ah oui, toujours, parce que c'est un match très difficile. Le Brésil-Hollande, c'est toujours difficile. L'équipe hollandaise, c'est une très bonne équipe. Ce sera un très bon match. On va voir les toutes dernières images de l'entraînement des Brésiliens. C'était aujourd'hui. C'est Judith Soula qui fait le commentaire. Ils ont mis leur plus belle casquette, leur plus beau maillot pour accueillir qui? Les quadruples champions du monde. Et oui, même à Toulon, au pays du rugby, les Brésiliens attirent la foule. Pourtant, cet après-midi, pas de grand spectacle. Avant la demi-finale, demain à Marseille, Mario Zagallo économise ses troupes. Au programme, sous 30 degrés, un petit entraînement récréatif entre remplaçants et titulaires. Ça ne sert plus à rien de forcer à l'entraînement. On se concentre maintenant sur le match de demain. Aujourd'hui, c'était un peu de physique, un peu de technique et du mouvement. Rien de plus. Une équipe détendue, des attaquants sereins, pas question de forcer avant le choc de demain. Dans un moment important comme celui-ci, personne ne veut se blesser. Face aux Pays-Bas, le sélectionneur brésilien devrait aligner la même équipe que d'habitude, à une exception près, un changement contre sa volonté. Cafu suspendu, Zé Carlos connaîtra demain sa première sélection. Un rêve pour ce joueur surnommé le paysan. Il y a encore un an, Zé Carlos vendait des fruits sur un marché de Sao Paulo. Une heure plus tard, les Brésiliens rejoignaient leur hôtel à Saint-Cyr-sur-Mer pour un repos bien mérité. Emmanuel Castro, c'est extraordinaire encore, pardon j'emploie ce mot souvent, mais pendant cette Coupe du Monde il se passe des choses étonnantes. Zé Carlos, si je ne me trompe pas, c'est sa première sélection demain soir. Ah oui, il a joué un amical avant la Coupe du Monde contre l'Andorre, mais c'est le premier match officiel de lui. C'est très dangereux, mais Overmars, s'il ne joue pas, c'est plus facile pour nous. Mais si Overmars joue, ça sera beaucoup de problèmes pour nous. Et Zé Carlos va se retrouver comme ça face à l'une des meilleures équipes du monde en demi-finale de la Coupe du Monde pour sa première vraie grande sélection. Ah oui, mais... Alors qu'il vendait des fruits il y a encore peu de temps. Ah oui, mais il y a Dunga pour voir pour Zé Carlos tout le temps. Le fameux cas Dunga, puisque vous en parlez, il a vraiment une tête comme ça, Dunga. C'est vraiment un bonhomme difficile où il fait ça pour le bénéfice de l'équipe.
On parle toujours du capitaine Dunga parce qu'il est un vrai patron. Il y a beaucoup de discussions au Brésil parce qu'il ne joue pas comme les Brésiliens, de la manière brésilienne, mais il a arrangé beaucoup le football brésilien après beaucoup d'années. Pour cela, on doit respecter beaucoup Dunga parce qu'il a arrangé toutes les choses au milieu du terrain du Brésil. Il joue de la manière allemande. Il a été à Stuttgart. Oui, il a été à Stuttgart et il était connu pour sa discipline et tout. Et à mon avis, il n'est pas tellement aimé en Brésil parce qu'il amène une rigueur allemande dans l'équipe brésilienne, ce qui est très efficace. Vrai, oui. Mais les autres n'aiment pas. Il y a une chose dont il faut se souvenir aussi, c'est que Ronaldo a joué en Hollande et que demain il va se retrouver, je crois que c'est Reisiger qui le connaît bien et qui va peut-être, je ne sais pas si c'est lui qui va le marquer, mais je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais Ronaldo a une expérience aussi. Ah oui, il a beaucoup d'expérience, il connaît beaucoup le football hollandais, mais dans ce moment-là, Ronaldo ne joue pas bien parce qu'il a une blessure, lui a une blessure, mais... Et je pense que demain, il va jouer pour la première fois dans cette Coupe du Monde parce qu'il connaît bien les Hollandais. Vous, à la télévision brésilienne, vous pensez vraiment que le Brésil peut passer la vitesse supérieure et aller en finale? Ah oui, comme la dernière Coupe du Monde, c'est le vrai match que le Brésil a joué dans la dernière Coupe du Monde était contre les Hollandais. Et cette fois, la même chose, c'est le vrai match qu'on va jouer. Merci Emmanuel Costa, merci d'avoir été avec nous. Je vais rejoindre mes confrères de la presse écrite en passant devant, voilà. Pour parler d'un des joueurs les plus extraordinaires aussi, pardon, j'emploie encore ce mot-là, mais c'est vrai, qui sort un peu de l'ordinaire. Il a osé porter le numéro 10 dans cette équipe du Brésil, après Pelé, après Zico et après Rai. C'est Rivaldo, une histoire particulière pour ce garçon très croyant qui a perdu son père il y a quelques années. Estelle Denis, portrait du numéro 10 brésilien. Rivaldo et le football, un lien sacré pour continuer à exister. Ce mondial, le Brésilien a bien failli ne jamais le disputer. Il y a 9 ans, le décès tragique de son plus fervent supporter, son père, mort écrasé par une voiture, ôte à Rivaldo toute envie de jouer. Envie de tout arrêter pour rester seul avec sa mère et sa douleur, pour penser à ce père dont l'absence les prive de bonheur. Quand je pense à lui, je suis nostalgique. S'il était encore vivant, il pourrait me donner encore des forces. Je ne serais pas restée ici, je vivrais à Barcelone avec lui et Rivaldo. Mais sans mon mari, je n'ai pas eu le courage de partir. Le chagrin ne s'oublie pas mais s'estompe peu à peu. Lentement, le souvenir de son père devient pour Rivaldo une source d'inspiration, une motivation pour se transcender. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de réaliser son rêve, parce qu'il admirait ma manière de jouer quand j'étais petit. Alors j'ai lutté et j'y suis parvenu. Le rêve de son père, Rivaldo l'accomplit le 16 juin face au Maroc, en inscrivant du pied gauche son premier but en Coupe du Monde. Actuel meilleur marqueur de la Seleção, avec 3 buts, Rivaldo n'est pourtant pas exempt de critiques. Son égoïsme balle au pied lui est souvent reproché, en particulier par Ronaldo, qui déplore son faible nombre de passes. C'est quelque chose qui est en moi, c'est ma caractéristique. Si j'en suis arrivé là, c'est parce que je joue comme ça. Rivaldo est conscient que son numéro 10 centralise sur lui bien des rancœurs et des commentaires. Au Brésil, il faut être très fort mentalement pour oser porter le chiffre magique, celui de Rai ou de Zico, celui surtout du roi Pelé. L'attaquant essaie donc de ne pas penser à l'inévitable comparaison en se remémorant son chemin parcouru. Né avec les jambes tordues, Rivaldo n'a au départ que très peu de chances de faire carrière dans le football. Mais l'enfant de Recife persévère. À 14 ans, il débute à Santa Cruz, puis fait ses classes au Corinthians et à Palmeiras. L'appât du gain est alors plus fort que l'amour de la terre. Rivaldo quitte son pays direction l'Espagne et la Corogne avant d'exploiter pleinement son potentiel à Barcelone. 3e joueur le mieux payé au monde, avec 177 millions de francs annuels, le Brésilien ne renie jamais ni ses racines, ni ses valeurs. Ces 2 valeurs, Dieu et sa famille. Et toujours le souvenir omniprésent de son père, ce père qui aurait tant aimé voir son fils briller en Coupe du Monde. Voilà pour Rivaldo.
Je faisais une petite confusion tout à l'heure, mais vous auriez rectifié de vous-même. C'est Stam qui va marquer Rivaldo demain. Rasiger, lui, il a joué avec Rivaldo au Barça. Hein, comme vous êtes des spécialistes, je ne vais pas quand même me planter devant des spécialistes. Le mot de fin, Guy Citruc, parce que c'est vrai que 50 minutes, ça passe extrêmement vite, et ça y est, c'est passé. Le mot de fin. D'abord, pronostic pour demain soir. Plutôt le Brésil. Il faut faire attention parce que les Pays-Bas sont capables d'action collective et d'exploits individuels. On l'a vu samedi dernier contre l'Argentine, mais on a l'impression que le Brésil a une capacité à aller toujours un petit peu plus loin et à marquer le but de plus. Étienne Bonamy? Moi aussi, je pense le Brésil. Je ne sais pas si ça va faire un grand match, mais je ne vois pas le Brésil lâcher si près du but. Si près du but. Bien qu'ils aient alterné aussi des phases d'artistes, de bonne construction Ils sont surtout capables, dans ce qu'ils ont montré, de faire mal jouer l'adversaire. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on aura un grand match. Ça fait aussi partie du football, ça. Alain Beyer, le Parisien. Moi, je crois énormément au match de demain soir. Je pense le Brésil, mais ça, c'est pas un pronostic, c'est plutôt le cri du cœur. Je suis amoureux du Brésil et du football brésilien. Et puis, je vois plein de buts. Je sais pas, je vais dire 4-3. Allez. Ça serait extraordinaire. Bernard Roseau. Je fais jamais de pronostic, j'ai horreur, Gérard. Hein, mais j'ai fait un effort dans la Coupe du Monde et j'ai donné, peut-être un hasard, les 3 bons scores de l'équipe de France, les 3 premiers. Je me suis arrêté par la suite. Et pour demain, je pense le Brésil un petit peu avec les mêmes sentiments, hein, c'est le choix. Pour l'équipe de France, je ne fais pas de pronostic, mais je veux comme un fou qu'il soit en finale, sinon je serais malade encore plus qu'à Séville. Vous avez un dispositif exceptionnel demain sur RTL? Oui, les journaux toute la journée, on suivra tout au long de la journée. On a des rendez-vous fixes dans les flashs, surtout le jour de l'équipe de France, pour faire évoluer, avoir des angles, soit en direct, soit enregistrés, pour qu'il y ait une progression. On suit le quart de l'équipe qui arrive au Stade de France, enfin tout au long de la journée. La grosse armada. Oui. La grosse armada. Michel Hénaud, pour l'AFP par exemple, combien vous avez de journalistes? Nous sommes 125 sur le terrain, 125. En fait, avec les photographes et les reporters. Et nous travaillons en 3 langues, français, anglais, espagnol, considérant tous nos marchés. Donc ça fait une grosse équipe, c'est assez lourd. Mais que ce soit en France ou à l'étranger, pour nous, c'est à peu près la même chose, c'est toujours le même dispositif. Alors pour la petite histoire, vous savez que de temps en temps, nous, on nous tend ce qu'on appelle une dernière dépêche, les présentateurs de télévision. Lorsqu'on se présente, par exemple, avec une feuille comme ça, c'est l'agence France Presse, c'est son travail. Je ne sais pas si vous le savez, parce que vous n'êtes peut-être pas les spécialistes de la presse, mais on dit souvent que l'équipe est la Bible, que France Football pour le football est la Bible. Mais l'AFP, pour nous, c'est une des sources d'information de base. Vous saurez, quand on vous dit la dernière dépêche, c'est le travail en particulier de Michel Hénaud. Brésil, Pays-Bas? Le Brésil, s'ils savent montrer autre chose de ce qu'ils nous ont fait voir jusque maintenant. C'est ce que vous disiez au début. Tout à fait. Sinon, les Pays-Bas vont passer. Et on termine avec le mondial, le supplément du monde que j'ai loué dans ce club du monde. C'est un plaisir quand le travail est particulièrement bien fait. C'est vrai que c'est un gros effort. Alain Giraudot. Écoutez, non, moi je vais prendre la plus grosse cote. Je n'ai pas vraiment été convaincu par les prestations des Brésiliens. Je trouve qu'il manque un peu d'âme dans cette équipe. Je crois qu'il y a beaucoup de dissensions à l'intérieur, qui apparaissent pas comme ça, mais bon, il y a trop de vedettes et chacun joue un peu trop pour soi. Derrière, ils n'ont pas été extraordinairement convaincants. Donc je pense que cette équipe des Pays-Bas qui, elle, au contraire, est extraordinairement soudée, montre à chaque match une volonté phénoménale, peut l'emporter. Alors, bien évidemment, Overmars leur fera défaut, ce qui est un peu regrettable, mais malgré tout... Et Bogard aussi. Et Bogard, je vais jouer cette cote-là, moi. Fracture du tibia et distension des ligaments de la cheville. Il a été opéré à 3 h du matin, Bogard, ramené chez lui. Et le début de saison va être bien difficile pour ce très grand joueur. Merci d'avoir été avec nous pour ce club de la presse, ce club du mondial. Demain, on retrouvera José Touré, et René Girard et Bernard Pivot, évidemment, avec nombre d'invités. Michel Drucker sera avec nous d'ailleurs demain soir. Les rendez-vous pour demain, à ce propos. Donc c'est sur France 2, hein, le Brésil-Pays-Bas, commentaire Pierre Sled, Paul Le Guen. Avant, il y aura eu le journal de la Coupe de l'ami Henri Sagnier dès 20h25. Patrick Chen sur France 2 sera dans le journal de 13h demain. Il sera à Marseille avec une grande page spéciale consacrée à ce choc entre le Brésil et les Pays-Bas. Et puis de son côté, France 3 fera aussi d'énormes efforts dans les différentes éditions. Je voulais vous présenter un objet vraiment étonnant. Ça fait partie ça, de la Coupe du Monde. C'est la fameuse cravate grillage de monsieur ou madame Darlou, qui est originale, élégante. Alors qui n'a pas de cravate ce soir? Personne n'a de cravate. Bon, je l'offre. Allez, je l'offre à qui? Alain, ça me fait plaisir que vous portiez cette cravate. Ça se détache. En plus, ça va très bien vous aller. C'est magnifique, c'est la France. Et puis on va saluer Paolo De Brito.